Top. Salut, bonjour, bienvenue sur Pond, bienvenue dans Checkpoint. Checkpoint, c'est votre émission, c'est l'émission qui nous rassemble, c'est l'émission dans laquelle vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, que vous soyez parents, que vous soyez inquiets pour vos enfants qui jouent peut-être beaucoup en ce moment, que vous soyez joueur ou joueuse et que vous avez peut-être pas le moral en ce moment. C'est aussi votre rendez-vous mensuel. On va se retrouver chaque dernier mercredi du mois pour passer un moment ensemble, pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de se remonter le moral aussi quand on n'a pas le moral en hausse. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux membres de Gaming Federation, puisque l'émission est organisée par Gaming Federation, mais au cours des mois suivants, on aura d'autres intervenants et d'autres intervenantes qui viendront aussi amener leur regard sur la situation Covid, mais pas seulement. Donc soyez les bienvenus, soyez libres pour poser n'importe quelle question, il n'y a pas de gêne à avoir. Vous pouvez poser vos questions par mail à l'adresse info@gamingfederation.ch info@gamingfederation.ch. Vous pouvez les poser dans le chat directement, on va suivre l'évolution du chat dans Twitch, mais vous pouvez aussi également nous joindre par téléphone via Zoom. On va vous expliquer la démarche à suivre dans le chat. Même si vous avez l'impression de débarquer un petit peu et que vous n'êtes pas un habitué de Twitch, on est content que vous soyez là avec nous pour cette première. Mais vous verrez, c'est tout facile, vous n'aurez qu'à suivre les instructions et puis on prendra les appels au fur et à mesure s'il y en a, s'il y a des questions, au fur et à mesure de la soirée. On est ensemble pour 1 heure à peu près. S'il y a plus de questions que prévu, on restera peut-être un peu plus longtemps, mais l'idée de base, c'est de prendre 1 heure ensemble maintenant. Alors, soyez les bienvenus et place à Checkpoint. Bonjour, bonjour. Salut Sam. Salut Salut lancé. Salut Nils. Comment ça va? Ça joue. Et vous? On va bien. Je crois. On va bien, je crois. Je crois effectivement qu'on va bien. On dit qu'on nous entend bien, donc ça c'est déjà un bon début. Je crois qu'on n'a pas encore de questions, mais du coup on est gentiment prêt à se lancer dans le bal. On se disait tout à l'heure que ça faisait 1 année qu'on ne s'était pas vu. Ouais, bien 1 année. Avant on faisait les événements Régulièrement. en réel. Tous les événements sont annulés, sont reportés. Quand on ne sait pas. Donc nous ça fait à peu près 1 année. Heureusement on a fait des séances de temps en temps pour avoir des nouvelles puis avoir planifié la suite, y compris cette émission. On voit que Voici quelques informations. Google est toujours dans la partie. Google nous surveille. Dans la technologie. Annoncer sa démission verbalement. Adieu Google. Je pense que c'est planifier la suite de l'émission. Elle a repris planifier la suite d'émission. La lettre de démission viendra confirmer votre décision et officialisera Très bien, votre départ très prochain. bien. Bon, je pense que. Adieu. Merci. Bon courage, j'utiliserai Siri. Moi j'ai un petit œil sur le chat. On a Gilliva qui est là et puis qui nous remercie pour l'initiative. Super, merci. Et puis qui nous demande de mettre l'adresse email et le téléphone dans le chat, ce qui a été fait. Du coup parfait. Il y a aussi Bebizarre qui est là. Salut Bebizarre. Salut. Et Thomas nous demande s'il n'y aurait pas un beau jeune homme qui joue au petit train le mercredi. Alors un beau jeune homme, je ne sais pas. Mais on a effectivement quelqu'un, Thomas Chi toi-même d'ailleurs, qui est un petit peu schizophrène, apparemment, qui joue au petit train tous les mercredis, la plupart des mercredis, mais aujourd'hui on l'a remplacé et il était là lundi. Donc la semaine prochaine, en principe, ce sera là mercredi. Donc si vous étiez habitué à le voir et que vous étiez venu pour lui, restez quand même, mais il reviendra mercredi prochain. Très bien. Peut-être qu'on peut expliquer un peu l'idée derrière cette émission ce soir. C'est que, comme tu disais Sam, on s'est rendu compte qu'on faisait plus beaucoup d'événements. Avec le Covid, on a dû supprimer un peu la plupart de nos événements. On a eu du plaisir à organiser l'opération Cœur à Cœur. L'opération Cœur à Cœur avec la RTS en décembre, et on s'est rendu compte qu'il y avait moyen de créer aussi du lien, forcément à travers Twitch, mais à travers les jeux vidéo. Ça c'est un message que nous on connaît depuis longtemps, on le défend depuis longtemps, que le jeu vidéo c'est aussi un moyen d'être en relation.
Et c'est là où on s'est dit qu'il y avait peut-être un truc à jouer avec la création de Pond, qu'on pouvait utiliser cette plateforme aussi pour créer un espace de discussion. Et on sait, nous on rencontre beaucoup de parents, alors que ce soit dans nos événements ou dans nos professions séparées, enfin, respectives. On rencontre des parents qui nous disent aussi qu'ils sont inquiets, qu'il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas, puis que des fois ils n'osent pas poser des questions. Donc on s'est dit, pourquoi pas, créons un espace où tout le monde peut venir poser des questions. Puis là-dessus, on a rajouté la question Covid, puisqu'on a bien vu qu'en ce moment, on est beaucoup à ne pas avoir forcément le moral au top. Moi, je suis psychologue et je le vois tous les jours qu'on a des gens qui en souffrent actuellement. C'est compliqué pour tout le monde. Donc, autant faire un espace dans lequel on va discuter de tout ça. Et je suis très content d'inaugurer ça avec vous ce soir. Et puis, merci à Julien qui s'occupe de la régie aussi pour nous. Peut-être pour un peu lancer les interactions, je sais pas, Sam, tu joues à quoi en ce moment? Alors, plutôt, qu'est-ce que j'ai joué toute cette année? Je sais pas. On a eu pas mal de temps. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, non. Bon, on n'a pas assez longtemps. Non, on n'a pas assez de temps, mais je dirais là les derniers jeux du moment que moi j'ai fait. Bon, il y a eu le grand Final Fantasy VII, le remake, étant un grand fan de RPG, forcément je pouvais pas le louper. Oui. J'ai passé quelques heures dessus, j'ai même fait un let's play dessus qu'on peut visionner directement sur la page YouTube de CityNX. On parlera de ça une autre fois. Autrement, j'essaie de trouver aussi beaucoup plus de jeux multijoueurs. Parce que j'ai une chérie à la maison, je suis beau papa par alliance, guillemets, donc il faut aussi trouver des activités dans ce milieu-là, parce que ça reste une passion avant tout dans la famille. Et du coup là je dirais que ces temps on a pas mal fait à l'arrivée de Sackboy. Donc sur la PS5. Il est aussi sur PS4, si mes souvenirs sont bons. Mais oui, on l'a fait sur Play 5, et puis vraiment bon jeu de famille, bien sympathique, on a pu faire des parties à 3, bien platformer, assez difficile des fois. Donc disons que suivant avec qui on joue, ça prend un peu plus de temps, mais on s'en sort toujours. Du coup, c'est pas s'énerver. Toi, tu l'as fait donc avec en tout cas un enfant. Un enfant, exactement. De quel âge? Il a 10 ans. 10 ans, donc, c'est un jeu comme pour plus petit, donc on peut jouer dès 7 ans, mais ça reste très accessible et c'est pas trop difficile. Après, si on n'aime pas les plateformes, on n'aime pas les plateformes. Ça, on pourrait y faire. Donc ça, c'était le premier. Puis récemment, j'ai découvert It Takes Two. Qui est, je ne sais pas si je le prononce juste, mais qui est pour moi une belle révélation. Je le fais avec ma copine. Parce qu'en plus, c'est l'histoire de couple qui se séparent, qui demandent le divorce et tout. Puis, bonne ambiance. Exactement. Puis tout le jeu est basé sur ce que l'enfant peut ressentir, qu'est-ce que l'enfant a envie réellement. Et puis il l'apporte de manière différente. Et je trouve ça assez sympa. Franchement, c'est bien tiré, bien ficelé. Et puis c'est pas très dur. C'est justement fait pour que ce soit abordable. Le fait qu'il n'y ait pas de vie, c'est super agréable. Donc tu peux recommencer, tu perds pas de points de vie. Exactement, on perd pas. Alors oui, on peut perdre des points de vie. Par contre, si on meurt, tant qu'il y en a un autre tant que l'autre est encore vivant, on ressuscite à côté de lui. D'accord. Je vous sens très loquace, mais il y a d'autres gens qui ont des choses à dire. Il y a des questions à poser. Très bien. On a notamment, merci pour cette explication. On a notamment Maman71 qui se demande combien de temps de jeux par semaine pour un enfant de 11 ans. Est-ce que Nice, tu réponds à cette question? Oui, mais c'est une question à laquelle on peut répondre de manière collective aussi, parce que c'est très compliqué de répondre. En fait, la question elle va toujours dépendre du type de jeu auquel jouent les gamins, et puis de dire, je sais pas si tu joues à Mario Kart par exemple, on dit tu joues une demi-heure par jour, c'est suffisant. Mario Kart, 15 minutes, tu as fait un championnat, c'est bon. Mais ton fils il joue à Minecraft ou Fortnite, 1 heure par jour, c'est peut-être pas suffisant. Donc c'est toujours difficile de répondre combien objectivement on devrait mettre d'heures par jour. Par contre, on peut se poser la question de combien pour ce jeu j'ai besoin de temps. Et à ce moment-là, c'est peut-être pas du temps par jour. Je sais pas, tu parlais de It Takes Two par exemple. Exactement. Ça peut être des parties peut-être plus courtes. Je sais pas si ça se découpe en niveaux, par exemple. Ok. Toi, je sais pas s'il y a un jeu auquel tu joues en ce moment en particulier. J'ai essayé avec les petits bouts de ficelle. Unravel, exactement. J'ai essayé Unravel avec ma copine. C'est un très bel univers, mais effectivement,
les sessions ne se prolongent pas forcément longtemps. Ouais. Et du coup, pour ton exemple, je sais pas si ça t'aide, mais par exemple, je joue aussi à Warzone. Oui. Et là, je pense que la gestion de la durée des parties est plus importante. Ouais. Mais donc, typiquement, si tu avais 11 ans et que tu jouais à ce genre de jeu et qu'on disait tu peux jouer 1 heure par jour, est-ce que tu aurais l'impression que ce serait suffisant pour ce jeu-là? Pour lequel des deux? Pour Warzone, par Pour exemple. Warzone, 1 heure par jour, par exemple. tous les jours. Oui, je pense que c'est un bon juste milieu. Après, c'est toujours, effectivement, comme tu l'as dit, c'est à gérer avec les autres occupations finalement. Je pense que c'est ça la chose la plus importante. Bah alors, c'est vrai que c'est toujours le critère qu'on utilise, c'est pas forcément. Ça, je pense qu'on va le répéter plein de fois, mais c'est pas forcément le nombre d'heures qu'on passe devant un écran qui est problématique, mais c'est plutôt est-ce que je devais faire des choses à ce moment-là que j'ai pas faites. Et puis là, pour répondre plus directement à c'était quoi le pseudo Maman71, c'est ça? Oui, merci pour la question d'ailleurs, n'hésitez pas. Ouais, ce qu'on peut l'inviter à faire, c'est de discuter avec son enfant, en disant voilà, c'est quoi le jeu auquel tu joues en ce moment et de combien de temps tu as besoin pour y jouer. Et que, typiquement, je reprends cet exemple de Warzone, vu que c'est un jeu qui peut se jouer sur des longues périodes, 1 heure c'est peut-être pas suffisant, mais tu n'as peut-être pas besoin de jouer tous les jours. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'à la limite de planifier puis d'être raisonnable dans les sessions de jeu aussi, c'est un bon atout. Si un enfant lui dit voilà, bon ok, t'as fini tous tes devoirs, maintenant tu peux jouer tant de temps, après il y aura le souper et puis ce soir on essaie de peut-être faire autre chose, ou alors d'alterner. L'important aussi ça va être de bien faire une coupure et de respecter cette coupure, pas se dire ok on dit 20h puis finalement à 4h du matin l'enfant de 11 ans il est encore derrière son ordi. Là c'est sûr que en fait ça va péjorer tout son sommeil, le lendemain ça va être plus compliqué et du coup d'ailleurs on conseillerait plutôt de pas faire une partie de Warzone juste avant d'aller dormir parce que on va plus difficilement trouver le sommeil simplement parce que c'est un jeu qui est très excitant où il se passe beaucoup de choses et c'est plus difficile juste après d'avoir fait plein de frags de faire ça. C'est ça. Mais là tu soulèves un point qui est important, c'est tout l'aspect excitation. Forcément quand on joue à un jeu on est dans un état de concentration et d'excitation qui est plus élevé que celui quand on va se coucher par exemple. Il n'y a pas aussi le fait d'imposer, on va dire, une durée, aussi pour la gestion de la frustration, parce que l'enfant peut jouer 1 heure, mais ça peut être 1 heure où il se fait, entre guillemets, démolir, si j'ose utiliser ce mot, où il n'a plus aucun plaisir de jouer. Le problème, c'est que lui, il voudra gagner, donc il va vouloir prolonger ses sessions jusqu'à gagner, et ça peut être sans fin. Donc je pense que le fait d'avoir on va dire un cadre d'heures est quand même primordial à ce niveau-là. Je voulais peut-être rajouter une chose, après l'intervention de Gilliva qui disait que le truc qui fait vraiment la différence, en fait, c'est pas la question du temps, mais plutôt d'accompagner l'enfant dans la gestion du stress et de la frustration. Effectivement, qui est la partie pertinente dans la gestion. On a parlé de Warzone. On parlait pas de Warzone pour les enfants de 11 ans, qui est un jeu qui est donc PEGI 18, donc c'était pour donner un exemple, qui s'applique plutôt à un adulte, a priori. Pour un enfant, c'est la même gestion de stress et frustration pour des jeux qui sont adaptés à son âge. Et puis c'est ça qu'il faut retenir, je pense. C'est ça, exactement. Et c'est toute cette question de la frustration, justement, de se dire, plus j'enchaîne les parties, plus je vais gagner. On sait que ça marche pas comme ça. Au contraire, on va s'énerver, puis on va commencer à vraiment mal jouer, et puis ça va se faire compiler. Ou comme moi, tu commences par jouer mal dès le début et ça s'empire jamais parce que ça peut pas La différence, c'est qu'on est adulte, du coup, cette gestion-là, on l'a beaucoup plus facilement. C'est ça. J'ai 2 autres questions qui sont arrivées. Magnifique. Alors, il y en a une très rapidement à répondre. Je n'ai jamais joué à Final Fantasy de ma vie. Suis-je normal? Il demande Tomachi. Alors, je pense qu'il y a des jeux qu'il faut découvrir. C'est comme des œuvres, des films, etc. Toi en particulier, c'est difficile à dire parce que c'est une passion pour toi, donc je pense que c'est une œuvre qu'il faudrait peut-être découvrir, mais de façon générale, il y a toujours des choses à découvrir, on peut pas avoir tout découvert, et on peut pas être normal parce qu'on a découvert ou pas certaines choses, ça ne se suffit pas à ça.
Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être sur le fait d'être normal ou pas parce qu'on va jouer à Final Fantasy ou pas? En fait, encore une fois, c'est l'aspect frustration. Parce qu'il y a des tas de jeux auxquels on aimerait bien avoir joué, puis on n'a pas pu tous les faire. Puis ça aussi, c'est accepter. C'est comme accepter qu'on va jamais pouvoir voir tout Netflix. Au bout d'un moment, c'est pas. Je te promets, tu n'y arriveras pas. J'essaye bien dur. Non, c'est pas vrai. Malheureusement, pas le temps. On n'y arrive pas. Bon, top. Parfait. Du coup, si vous avez rien à rajouter là-dessus, on peut passer à la question d'après. Oui. Volontiers. Alors, on a Mia 0508 1991 qui demande comment expliquer à un enfant de 10 ans qu'un film prévu pour 12 ans ou plus n'est pas forcément bon pour lui. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Ouais. Vas-y. Alors, je dirais qu'elle n'a pas tout tort. Ouais. Mais que ça dépend du film, encore une fois. Je pense qu'il y a vraiment cette nuance où il faut qu'on arrive à analyser, à décortiquer ce qui se passe réellement dans ce film et voir comment l'enfant pourrait l'appréhender. Ouais. Et c'est ça le plus important. On peut avoir des films alors d'animation, pas trop 12 ans, mais je pense qu'il y en aura quand même, qui peuvent être juste pure science-fiction, mais derrière, il n'y a pas, on va dire, un message négatif ou des scènes traumatisantes. C'est juste peut-être le texte qui est plus compliqué, c'est peut-être la thématique aussi qui peut être plus compliquée pour un enfant d'en dessous de tout comprendre. Ouais. Et je pense que c'est important d'abord peut-être nous le visualiser, faire une interprétation de comment est le film et surtout, qui de mieux que le parent pour connaître son fils, entre guillemets, ou sa fille, pour en fait savoir s'il est prêt à voir ce genre de film. C'est peut-être aussi au niveau des clés de lecture en fait. Finalement, ce qui est le plus important, c'est un enfant de 10 ans, est-ce qu'il aura la subtilité qu'un film interdit au moins de 12 ans offrira, et puis c'est peut-être des fois un peu ça aussi. C'est pas forcément qu'il est pas bon pour lui, mais il va peut-être pas avoir le même plaisir, il va peut-être pas tout comprendre, et puis il peut rester aussi sur sa faim, sur certains éléments finalement. Et du coup, c'est un peu ça qui est problématique. Après, effectivement, il y a certaines thèmes de société dans un film 12 ans qui vont être peut-être durs, et puis s'il n'y a pas un adulte à côté pour expliquer ce qui se passe, un enfant il peut rester sur quelque chose, je dirais pas jusqu'à traumatisant, mais peut-être qu'il le marque, et puis c'est ça qui est important, c'est que l'adulte puisse être là pour l'accompagner finalement. Mais en plus, tu parles de traumatisme, on peut le comprendre aussi, sans forcément voir le traumatisme qui te cloue sur place et dont tu te relèves pas, mais le traumatisme qui t'influence. Typiquement, moi je me souviens très bien avoir vu Les Dents de la Mer quand j'étais gamin, et pendant des années je pouvais pas entrer dans l'eau sans avoir la musique qui tourne, et puis même dans une piscine, et donc pour moi c'est une forme de traumatisme, mais ça veut dire que après tu apprends à le dépasser aussi. Bien sûr. Puis, je pense que ce qui est important aussi de rappeler, c'est que quand tu as des enfants qui veulent jouer à des jeux pour public plus grand ou regarder des films 12 ans par exemple, c'est aussi parce qu'ils ont envie de faire les trucs des grands, et que c'est aussi une bonne chose de leur rappeler que ça viendra plus tard. Moi je pense que c'est aussi flippant pour un gamin de se dire j'ai accès à tout de suite. Quand tu es en train de te construire en tant que gamin, tu as besoin de limites aussi sur lesquelles tu peux t'appuyer. Si on te dit ouais c'est bon, tout est accessible, en fait c'est hyper flippant parce que le gamin il se dit mais le monde des adultes tout est permis, il n'y a pas de limite. Donc ça permet aussi un peu de poser les bases pour l'adulte. C'est clair que si tu l'expliques comme ça à un enfant, je pense pas qu'il comprenne. Mais ce que vous avez dit, à mon avis, c'est assez parlant. C'est que voilà, il y a quand même des films qui sont pas prévus pour les enfants. Puis des fois même des films prévus pour les enfants, comme tu as dit avant Sam, on a meilleur temps de les visionner nous-mêmes avant, parce que on se dit mais tiens cette scène, je sais pas. Je pense à Toy Story où il y a une scène où il y a un chien qui mordit Buzz ou Woody, je sais plus, et le chien il est hyper agressif, il a des immenses dents. De base tu dis c'est marrant, mais peut-être que le gamin lui ça l'effraie. Donc visionner le film avant c'est toujours bénéfique à mon avis. Il suffit que l'enfant ait une phobie, je sais pas, une phobie d'araignée, puis dans une scène d'animation où il y a une araignée, ça peut créer un traumatisme derrière, sans le vouloir, c'est anodin. Exactement. Moi, je rebondis là-dessus, juste par rapport, du coup, on a eu la question sur le fait qu'un enfant de 10 ans aimerait voir des choses plus âgées. Mais moi, je reviens sur le fait aussi, c'est le concept inverse, un enfant de 10 ans n'a pas envie de jouer ou de voir des choses en dessous de son âge parce qu'il pense que c'est pour les bébés. Juste. Comment on réagit à ça? Ça, je pense que c'est une bonne réflexion aussi, parce que tu prends, il y a des tas de jeux en fait qui sont écrits 3 ans par exemple. Bien sûr. Bêtement FIFA,
Oui. Et tu mets un Ça enfant va être ça. de 3-4 ans devant FIFA, il va pas pouvoir y jouer parce que ça se maîtrise FIFA. Tu vois. Donc tu peux aussi dire c'est pas parce que c'est écrit 3 ans sur la boîte ou sur le site où tu le télécharges que c'est pour les bébés ou pour les enfants de bas âge. C'est juste parce que ce qu'on voit dans le jeu est visible par un enfant dès 3 ans. Et qu'il y a des adultes qui jouent à FIFA et c'est écrit 3 ans sur la boîte. Bien sûr. Voilà. Puis même nous, hein, on a joué à des jeux 3 ans et plus et on a pris notre pied d'enfer. Ouais, Je pense effectivement que c'est bien ça. En fait, c'est l'âge à partir duquel c'est accessible, où on va pas y avoir de problème, on va se dire ah mais je comprends pas, etc. Mais c'est jamais un âge maximum. C'est vraiment l'âge à partir duquel on peut profiter de ça. Exactement. Et du coup, effectivement, on a tous tendance à le faire, à jouer à des jeux. Moi, heureusement, les Peggy 30, il y en a pas. Et, du coup, ça m'arrive de jouer à des jeux d'enfants et j'ai beaucoup de plaisir. Ouais. Donc, à quelque part, c'est ça qu'il faut pas oublier. Ça dépend du moment, à quoi on veut jouer, mais ça nous arrive à tous, nous gamers, de jouer à des jeux qui sont accessibles pour tout le monde et on a beaucoup de plaisir. Là, la dernière fois, on faisait du Overcooked. C'est un jeu qui est très, très rapidement accessible, qui doit avoir un PEGI assez bas, mais entre amis, c'est un jeu qui est superbe. Il n'y a pas besoin d'avoir de la violence, des insultes, des meurtres, voire encore pire que ça. Pire que du meurtre, je ne sais pas. J'ai quelques idées pour forcément s'amuser finalement. C'est ça. Je pense que pour répondre complètement à la question, c'est pas pour bébé, c'est pour tout le monde. Et puis il faut trouver son plaisir. Exactement. Et on a tous un pote qui prend congé systématiquement quand il y a un nouveau Mario qui sort. Tu vois. Ou un World of Warcraft. Ou un World of Warcraft, exactement. Mais Mario, il est estampillé pour Là, j'ai vu qu'on a une autre question. Alors, je ne sais pas si on avait fait le tour de la question d'avant, par rapport à la question Je pense qu'on est bon, mais si Mia, avec probablement ce qui est sa date de naissance, veut qu'on précise, qu'on oriente un peu plus volontiers. Même chose pour Tom Archie et pour Maman 71. Si on n'a pas été clair, s'il y a quelque chose que vous voulez qu'on éclaircisse, c'est volontiers. Parce que là, sinon j'ai aussi une question de Julie qui demande: mon fils joue à Fortnite sur Switch, je comprends ce qu'est un FPS, mais il n'arrive pas à me faire comprendre ce qu'est un Battle Royale. Alors comment on explique facilement ce que c'est un Battle Royale? Moi j'aurais dit regardez le film Battle Royale. Mais pas avec des enfants. Pas avec des enfants. C'est vrai que c'est la référence absolue. Je sais pas, peut-être tu veux répondre ou, Non, vas-y. Ça a l'air bien lancé. Le concept du Battle Royale, en fait, c'est l'idée qu'à la fin, il n'y a plus qu'un survivant, concrètement, ou plus qu'une équipe survivante, plus qu'une faction survivante, et donc les autres s'entretuent ou se tirent des balles de couleur, s'entretuent finalement, pour éliminer les autres de la partie, d'une façon ou d'une autre, les éliminer de la partie, pour qu'au final, il ne reste plus que l'équipe gagnante ou le joueur gagnant. Je pense que c'est ça, hein, finalement, qu'on peut donner. Et puis, il y a différentes forcément une arène, du coup. Oui, Une mais arène, 100 joueurs dedans ou X joueurs dedans. avec comme particularité, en fait, que tout le monde va affronter potentiellement... Tout le monde peut affronter tout le monde. Exactement. Et que l'arène se réduit. Justement, il y a cette fameuse tempête, par exemple dans Fortnite, cette tempête qui se réduit, qui fait que au bout de 20 minutes, la partie se termine parce que il y a plus d'arène, et que à ce moment-là, on regarde qui sont les derniers restants. Et comme tu disais, il faut être le dernier ou la dernière équipe qui tient debout. Et que on peut peut-être préciser aussi qu'on est parachuté dans cette arène sans matériel, sans armes, et que comme un peu dans Hunger Games, pour ceux qui connaissent, il faut d'abord commencer par trouver des armes avant de pouvoir aller affronter les autres. Et peut-être la particularité aussi, c'est qu'on peut y jouer tout seul, en équipe de 2, 3 ou 4, mais que comme tu disais Stéphane, on est toujours contre d'autres joueurs. Et qu'au final, il y a 100 joueurs qui s'affrontent dans cette arène. Exactement. Ouais. Et peut-être aussi, vu qu'il y avait la question, qu'il était précisé, je comprends ce qu'est un FPS. Un FPS, si on rajoute une toute petite touche de complexité, c'est qu'un Battle Royale peut aussi être un FPS. Tout à fait. C'est que le FPS définit ce qu'on voit à l'écran. Est-ce que je suis à la première personne ou est-ce que je vois le personnage de l'extérieur? Donc là, je suis à la troisième personne. Et si je suis en Battle Royale, c'est ces règles du jeu qui s'appliquent d'être le dernier survivant.
Yuki CH nous rajoute effectivement, rappelle que le Battle Royale, qui est en fait une version, le prédécesseur de Hunger Games, qui est le Battle Royale par excellence, qui est aussi très connu, et puis qui a pas mal popularisé le genre en Occident, parce qu'au final, Battle Royale est un film asiatique japonais. Ouais. Du coup, effectivement, très bien vu Yuki CH. Donc, Alors, ouais. il y avait une autre question. Vas-y, Mais, on pourra revenir là-dessus après. Cool. On a donc Mia qui nous remercie et qui dit que Sam a bien répondu en disant que ça fait bébé de jouer à des jeux pour 3 ans par exemple. Merci pour la réponse. Avec plaisir. Mais il faut assumer. Voilà. Du coup, on a Chiliva qui nous demande si on a des suggestions de jeux adaptés pour des enfants. Alors, on peut faire un peu tous les âges, je pense. C'est important. Alors ça c'est vaste de nouveau parce que Je pense aux Lego typiquement. Oui, les jeux, toutes les éditions des jeux Lego sont souvent très accessibles, faits pour prendre le joueur par la main et puis sont assez des bons jeux pour enfants finalement je trouve. Ouais. Puis même une version même pour on va dire les pseudo-adultes entre guillemets avec City Undercover. Si je me trompe pas. Oui, c'est juste. Hein. Il y a une espèce de GTA-like vers Lego, exactement. Et surtout, l'avantage de tous ces jeux Lego, c'est que tu peux y jouer en coopératif. Et exactement comme tu disais avant, c'est des jeux où tu peux pas vraiment perdre. C'est-à-dire que tu peux perdre des points de vie, mais tu réapparais toujours à côté de ton coéquipier. Et donc, tu le fais en coopération, c'est cool. Donc, tu peux jouer parents-enfants. Et puis, tu as un enjeu, mais pas trop de risques non plus de grosses frustrations. Toute la saga Mario. Oui. Je dirais. L'univers Nintendo en règle générale est assez adapté aux jeunes. Ouais. C'est vrai que c'est un conseil qu'on pourrait donner si vous avez un jeune, une console Nintendo est souvent plus appropriée aux jeunes, je dirais, de façon générale. Même si on trouve des titres sur la concurrence, c'est des consoles qui sont plus familiales, qui ont été faites plus familiales, et puis de fait ont des titres qui sont souvent plus accessibles avec des jeunes, je pense. Et tu citais Overcooked avant, ça c'est un excellent jeu à jouer à plusieurs. On a, je pensais avant, mince le titre m'échappe, mais dans l'univers Nintendo je pensais à Luigi's Mansion aussi, où tu peux jouer à 2 aussi, qui est vraiment... le dernier là, qui est vraiment super bien, et il y a un des deux personnages qui peut mourir et l'autre pas, donc là aussi tu as un enjeu qui est un peu plus réduit. Ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, c'est les adultes qui peuvent jouer le personnage le plus faible, parce que quand tu as des enfants qui sont plus forts que toi en jeu vidéo, et que toi tu touches à peine, finalement tu peux jouer Gluigi. Exactement. et tu prends moins de risques. On pourrait, la liste est assez longue. Je parlais avant de Sackboy, sur la partie Sony. Qui est aussi extraordinaire. Ils ont effectivement les consoles mères comme Sony, Microsoft ont sorti leur titre pour jeunes. Exactement, oui. Tout à fait. Mais Unravel est aussi un jeu qui est tout à fait accessible pour les jeunes finalement. Est-ce qu'on passe à la prochaine question ? Peut-être que parce que la question c'était pour des enfants, mais on n'a pas eu d'âge, hein, c'est juste ? Oui. Ok, parce qu'effectivement les enfants ça peut aller jusqu'à, on va dire 12-13 ans. Et justement quand tu as ce fameux Peggy 12, où tu commences, Fortnite est Peggy 12, donc on pourrait dire Fortnite, il est autorisé pour les enfants de 12 ans, mais ce que je trouve toujours un peu problématique, c'est que à 12 ans, tu peux gérer la violence d'un Fortnite, ce qui est affiché dans le jeu, mais tu gères peut-être pas la pression sociale des potes avec qui tu joues, tu gères peut-être pas la pression sociale d'acheter les dernières skins, et du coup tu te retrouves à dépenser de l'argent, et je trouve toujours compliqué quand tu dois jouer en équipe, de dire moi je dois m'arrêter. Les 3 potes ils on en refait une, puis toi non tu dois aller manger, on t'attend pour aller souper, etc. Là c'est pas facile. Donc on peut se fier aux âges qui sont marqués sur les boîtes des jeux, mais ça vaut toujours la peine, exactement comme tu disais avant, avec de regarder soi-même un film, de regarder aussi comment fonctionne le jeu, ça permet aussi de savoir s'il est adapté ou pas. Exactement. Du coup j'enchaîne ? Ouais, volontiers. Tu peux. Tom Archie nous demande est-ce qu'un Battle Royale est forcément un jeu violent ? Il y a pas mal de versions de Battle Royale qui ne sont pas particulièrement violentes. On a notamment le Battle Royale, un mode de Battle Royale sur Hearthstone, où il va y avoir des combats de cartes finalement.
et qui ne sont Donc, pas particulièrement Hearthstone. violents. Hearthstone, le jeu de cartes. Exactement, Ça. pardon, oui, tu fais bien de préciser. Hearthstone qui est donc un jeu de cartes, c'est pas un Yas, mais un peu, avec un univers. Battle Royale, qui- Yas. Ça, c'est bien. mais finalement, on pourrait faire un Battle Royale avec du Yas. Oui, ouais. Si on veut bien, le concept, c'est dès le moment où une équipe a gagné contre l'autre, ou a gagné un certain nombre de fois, l'équipe va perdre. Alors, ils ont vendu ça comme un Battle Royale. Ça ressemble aussi un peu plutôt à un Auto Chess. Ça dépend, mais oui, il existe des Battle Royale non violents. Moi, j'en ai même un autre en tête qui est encore moins violent qu'Hearthstone. Tetris 99. Ah ouais, juste. C'est un Tetris Bataille Royale où 99 personnes s'affrontent sur un Tetris. Quoi. Ouais. Et pour les 35 ans de Mario, ils ont aussi fait un Mario dont mon nom m'échappe, où tu joues aussi 99 ensemble, enfin 100 ensemble. Oui, Et exact. puis à la fin, il ne reste plus qu'un joueur. Donc finalement, le Battle Royale, on peut l'adapter à plus ou moins n'importe quel style. Tout à fait. L'idée, Civilization a fait aussi son Battle c'est Royale, vrai. qui est un peu violent du coup, Civilization qui s'affronte. Mais effectivement, il y a des jeux de stratégie, pas mal, ils ont sorti ça. Ça, c'est une question qui moi, me touche particulièrement parce que c'est vrai que je pense qu'on n'en parle pas assez. Mon fils commence un jeu et ne le finit jamais. Il en a plusieurs de commencer, mais il ne les finit jamais. Ah ouais. La suite de la question, c'est normal ou devrais-je lui demander de finir ses jeux avant d'en recommencer un autre? Je pense que c'est bien peut-être d'y répondre en deux parties. Ouais. Les jeux qu'on ne finit pas. Peut-être quelqu'un veut donner son opinion sur les jeux qu'il ne finit pas. J'y vais? Vas-y. D'accord. Alors, après, on est tous différents. Moi, personnellement, j'essaie de jouer à des démos, déjà pour savoir si le jeu me plaît. Ouais. Si le jeu me plaît, je l'achète, et normalement, si la démo m'a plu, le jeu est censé me plaire et je le finis. Ouais. Mais des fois, on peut être déçu. Ouais. Alors, généralement, si au bout de 3 heures, 4 heures de jeu, je suis toujours pas dedans, Ouais. je sais que je vais pas le finir, donc généralement, par exemple, si je me trompe pas, sur la plateforme Steam, donc c'est une plateforme d'achat de jeux vidéo, Oui. il me semble que tu as jusqu'à 7 heures de jeu, puis Ouais. si tu dépasses pas ça, tu peux te le faire rembourser. C'est ça, exactement. Donc moi, généralement, c'est ce que si j'avais pas accroché un jeu dans les 4 heures, je me le fais rembourser, puis Ouais. tant pis. Moi, j'ai pas perdu trop d'argent. Ouais. Mais dans le cas où ça, c'est pas s'il n'y a pas cette possibilité de remboursement, on va acheter un jeu Notamment sur le jeu magasin. Switch. Exactement. Bah c'est dommage, j'ai envie de dire. Le jeu n'a pas comblé peut-être une attente, ou la démo a tout montré, puis du coup le jeu après est vide. Il peut avoir plein de raisons. Mais généralement, la démo peut apporter justement une correction de ça. Ouais. Et tous les jeux vraiment qui me plaisent, je les finis réellement. Ouais. Le jeu qui me plaît pas, au bout de 5 heures, je suis fixé, quoi, et je le laisse de côté. J'aurais peut-être deux éléments de réponse Ouais, à vas-y. dire. C'est mieux que c'est moi qui l'amène que toi, Fiora. Je pense qu'il y a un élément qui est primordial pour le choix d'un jeu et de savoir du coup si on va avoir du plaisir ou pas, c'est de s'informer sur ce jeu finalement. C'est la recherche du bon jeu et de savoir est-ce que ce jeu va nous plaire. Et pour ça, il existe plein de médias qui peuvent vous informer sur ce site, tu vois où je veux venir. Et justement, quand on a, par exemple, Semper Ludo ou Fellowship qui vont écrire des très bons tests sur des jeux, bah, ça peut vous aider à vous dire, ok, cette personne qui a écrit cet article-là pense ça, est-ce que ça correspond à mon style de jeu, et puis est-ce que je vais avoir du plaisir et que je vais le finir, ou est-ce que ce jeu n'a pas de succès et qu'on l'a pas aimé. Et du coup je pense que c'est vraiment ça, avant de savoir et d'acheter un jeu, comme c'est quand même des biens qui coûtent de plus en plus cher, et que des fois, notamment sur les consoles, c'est directement des grosses sommes d'argent, c'est si vous n'avez pas la possibilité de le tester, qui était une très bonne possibilité, c'est de regarder ce que la presse en a dit, ce que certains écrivains en ont dit, et puis de voir ce que les journalistes en pensent finalement, par exemple, ou même de voir ce qui existe typiquement sur les jeux Steam, c'est que les joueurs peuvent eux-mêmes mettre une note, et ça, à mon avis, c'est la clé, c'est que il faudrait finir ces jeux parce qu'on les a choisis avec soin. Ouais. Et ne pas acheter un jeu sans savoir s'il va nous plaire ou pas. Il y a cet effet de mode qui est très difficile avec tout le monde. C'est il y a le nouveau qui va sortir, faut vite le prendre. Mais peut-être qu'en fait ce jeu, il va être éclaté au sol. On le dit pas assez. Et du coup, autant attendre. On n'est pas à 1 mois, 2 mois, 3 mois près. On peut y jouer un peu plus tard. Alors bien sûr, quand on est enfant, c'est tout des mécanismes. Ouais. La mode, c'est difficile. Mais un jeu, c'est un achat réfléchi, c'est une heure. C'est pas quelque chose quand... Moi, je me rappelle, on allait par exemple au cinéma, on réfléchissait longtemps avant un film, parce qu'on n'avait pas l'occasion d'aller au cinéma tout le temps. Ouais. Un jeu, comme on peut pas en acheter tous les jours, on devrait bien réfléchir à l'achat, je dirais.
Et moi, j'ajouterais encore un point, c'est que, en fait, tu as le droit de pas finir un jeu. De la même manière que il y a une monstre pression sur finir un bouquin. Totalement. Mais en fait, tu lis 3 chapitres et l'histoire, elle te plaît pas. On devrait être capable de se dire, bah, je m'autorise à ne pas finir ce livre. Ok, et de la même manière, tu joues à un jeu, tu te rends compte que ça correspond pas du tout à ce que tu voulais, bah, tu as le droit de ne pas le finir. Par contre, bah, quand tu es adulte, tu te débrouilles. Ce que tu veux avec ton pognon. Mais quand tu es enfant, bah, je pense qu'il faut rajouter une condition qui est de dire, bah, ok, tu as le droit de ne pas finir ton jeu parce qu'il te plaît pas, mais on va pas t'en acheter un autre. Ou pas avant ton anniversaire, ou pas avant Noël. Et du coup, c'est peut-être l'occasion de revenir dans ce jeu 3 semaines plus tard, un mois plus tard, et puis de se dire, mais en fait, c'est mieux que ce que je croyais parce que bah, j'ai galéré plein de fois sur le même niveau, je fais une pause de quelques semaines, je reviens, ah ben en fait j'y arrive. Bien Donc sûr. c'est aussi poser cet encadrement-là que de dire ben tu choisis ton jeu avec soin, mais une fois que tu l'as choisi, tu as le droit d'être déçu, mais ça ne veut pas dire que les jeux ils vont pleuvoir make it rain quoi. Ouais, bien sûr. Parce que justement, le facteur financier, le fait que l'enfant n'achète pas le jeu, impacte aussi. Donc du coup, il se dit, bah, je ne oui. finis pas, j'en aurai peut-être un autre. C'est ça. Et du coup, si on ne met pas une limite ou juste un cadre, une explication, bah, l'enfant va en profiter, entre guillemets. Hein. Exactement. Pour spécifier un petit peu la question, il y avait aussi en fait cette thématique de pourquoi il n'a pas envie de finir. Oui. Est-ce que tu as peut-être des éléments à nous donner un peu plus sur la... Ben, là aussi, je pense qu'on peut calculer avec la frustration. Tu peux, enfin déjà finir un jeu, il y a une définition qu'on peut discuter, mais est-ce que tu peux finir Fortnite par exemple? Ben, non, tu peux pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi être confronté à un jeu qui se retrouve être plus difficile, et puis tu peux motiver la raison pourquoi tu l'arrêtes justement. Est-ce que c'est juste parce que t'en as marre ou parce que tu baisses les bras? Ben, si c'est juste ça, ben ok, ben t'es face à une difficulté. On va voir comment on peut t'aider à la dépasser, cette difficulté. Ça, en fait, c'est un truc que je trouve assez génial avec le jeu vidéo, c'est cette capacité de recommencer un truc encore et encore jusqu'à que tu y arrives. Et tu y arrives par tes propres actions. C'est toi qui continues d'appuyer sur les bons boutons et t'apprends ce que tu peux améliorer par tes erreurs. Et du coup, si tu laisses tomber, ben, tu passes à côté de plein de choses. La satisfaction d'avoir enfin réussi, ça, on passe à côté. Tout à fait. Et finalement, souvent, les joueurs, c'est ce qu'ils recherchent. Hein. Quand on a des jeux comme Super Meat Boy, on va répéter pour arriver à une forme de perfection pour finir le niveau. Super Meat Boy, c'est un platformer qui laisse très peu de marge à l'erreur. C'est vraiment un jeu où, à chaque instant, si on va un peu trop à droite, trop à gauche, on saute trop haut, on peut mettre fin et on doit recommencer au début du plateau. Et c'est le bon exemple de... Quand on y arrive, on est vraiment très content parce que on l'a mérité. C'est ça. Exactement. Il y a peut-être aussi un autre problème. Enfin, j'appelle pas ça un problème. C'est juste qu'aujourd'hui, nous sommes sur une génération de youtubeurs. Ouais. Je prends l'exemple. Hein. Moi, j'ai un beau-fils à la maison. Lui, il regarde des vidéos YouTube de jeux en entier de A à Z. Et après, il veut qu'on achète le jeu. Mais ce jeu, on est persuadé qu'il ne le finira jamais. Et c'est à tous les coups, il ne le finit pas. Parce qu'il a déjà vu ce qui va se passer. En fait, il n'a plus la satisfaction personnelle parce qu'en fait, il limite ce qu'il voit. C'est intéressant ça. Et je pense que c'est aussi ce fait-là, si votre enfant regarde des vidéos, il faut peut-être lui expliquer que oui, on va acheter le jeu parce que la vidéo a plu, mais s'il a fait déjà le jeu de A à Z, il n'y aura pas une nouveauté, il ne va pas voir quelque chose de nouveau. Il connaît déjà toute l'histoire. Et c'est peut-être ça qui peut faire aussi arrêter un jeu. C'est qu'il s'attend à un effet de surprise qu'il n'a pas vu dans la vidéo, puis il ne sera pas là. Il n'y a pas. Et on en revient sur l'autosatisfaction, il ne sera pas satisfait de ses actions parce qu'il n'y a pas imité ce qu'il aura vu. Bon, je pense qu'il ne faut quand même pas négliger le point qu'un enfant qui voit quelqu'un faire quelque chose, le reproduire, ce qu'un enfant fait souvent, bien sûr. Ça rajoute une difficulté, ça rajoute des épreuves, et puis de le faire lui-même, ça rajoute un intérêt, parce qu'au final, c'est facile de voir quelqu'un faire un jeu, mais d'y arriver soi-même, certains jeux, c'est pas si facile que ça. Et du coup, c'est un peu ça, c'est de voir est-ce que c'est des jeux qui ont une trame narrative très forte, donc des jeux qui racontent une histoire, et puis au final, le plus important, c'est l'histoire. Exactement. Bah, effectivement, on est moins intéressé de revoir 3 fois le même film. On a déjà vu une fois en entier. Est-ce qu'on veut juste après revoir le film? Non. Mais un jeu qui donne des challenges, qu'il faut se battre contre des boss, qui a une certaine difficulté. Je pense que d'avoir vu une fois en entier, ça peut donner peut-être des astuces, des idées de comment arriver
à vaincre ces challenges. Et puis c'est ça qui finalement rajoute le sel. Souvent, quand on est bloqué dans un jeu, on va regarder une vidéo. Même nous, adultes, si on est coincé, il y a un moment où on a un taux de tolérance, on se dit ok, là, à mon avis, c'est le level design qui est mauvais. Alors, pour expliquer, donc le level design, ça va être comme le jeu est fait pour nous amener à la solution. Des fois, il est pas compréhensible. Nous, comme on est un peu plus vieux, des fois, on a même eu des jeux qui étaient buggés. Ça arrive encore bien souvent, mais le fait qu'un jeu soit buggé, on se dit peut-être qu'en fait, c'est pas moi qui ai pas compris, mais c'est juste qu'il y a un bug. Ce qui arrive souvent c'est pas le cas. À l'époque, ça arrivait. Bien sûr. Mais effectivement, et du coup, c'est vrai qu'on regarde nous-mêmes encore souvent des solutions. Et c'est une vraie plus-value de voir des gens jouer un jeu pour nous indiquer comment faire. Donc je pense d'avoir tout vu, tout le jeu par un youtubeur, des fois ça peut gâcher la surprise, mais ça n'enlève pas la difficulté du jeu. Du coup ça va dépendre peut-être du jeu. Oui, je te rejoins assez là-dessus, effectivement. Alors, Moi, j'ai vu qu'il y avait une question de Zia qui demande si on peut se fier aux normes PEGI se trouvant sur les boîtes des jeux. Je pense que oui. C'est une question qui vient souvent, ça. Ouais. Mais oui, clairement, on peut s'y fier parce que c'est un outil objectif. Alors, si on veut, c'est un outil qui est développé, qui est imposé par les éditeurs eux-mêmes. Donc, on peut questionner la véracité de l'outil. Mais par expérience, les critères utilisés pour juger si un jeu est 3, 7, 12 ou 16 ans ou 18 ans, ils sont assez bons. Vraiment, c'est même des critères qui sont plus stricts que ceux du cinéma. Tu prends n'importe quel Fast and Furious, la plupart du temps ils sont 12 ans. On imagine facilement qu'il y a au moins une scène de sexe dedans. Tu prends la même scène, tu la mets dans un jeu vidéo, le jeu il passe 18 directement. C'est sûr. Non, c'est clair. Non, oui, Voilà. comme ça. Non, c'est vrai. Donc c'est des critères qui sont très stricts. Après, ça remplace jamais, selon moi, notre propre appréciation du média, comme on disait avant. Tu vas voir par toi-même. C'est ce que tu disais, Sam, sur le parent est quand même bien placé pour savoir si son enfant va être apprécié ou pas, va être choqué ou pas, etc. Exactement. Mais ça reste pour moi un super indicateur qu'on peut utiliser, on peut s'y fier. C'est un bon outil, c'est pas l'outil parfait, mais c'est un bon outil. Après, c'est aussi aux parents de respecter aussi ces consignes. Ouais. Combien de fois, soit les parents, soit l'enfant demande à son frère d'aller acheter un jeu pour lui, parce que dans les magasins maintenant, ils doivent quand même faire un peu attention à ce qu'ils vendent. Mais derrière, il faut quand même que le parent fasse son travail de parent, de contrôle, que son enfant joue bien à des jeux de son âge. On dit, mais après, si un enfant a 10 ans, le jeu est pour 12 ans, et qu'on sait qu'il en est capable, je vois, là, il n'y aurait pas trop de problème. En fait, c'est comme tu le disais avant, en fait, c'est très situationnel à l'enfant. Exactement. Le fait d'être capable, les difficultés, elles changent tellement que peut-être qu'un enfant de 10 ans, une fois, a réussi un jeu pour 12 ans, et puis qu'un autre jeu pour 12 ans lui posera plus de difficultés, comme pour nous, finalement. Et c'est vraiment la sauce de la chose, c'est accompagner en fait les enfants. C'est pas de se dire ok, il a 10 ans, je lui mets un jeu de 12 ans, bah c'est pas que c'est interdit, c'est plus il faut l'accompagner, il faut l'aider à comprendre, à arriver dans la difficulté, puis pas de se dire ouais c'est bon, le mien il est plus intelligent que la moyenne, il peut même faire du 16 ans. Non, parce que peut-être qu'il arrivera sans problème à faire des jeux 16 ans, voire même des jeux 18 ans. Les jeux qui font très peur, souvent ils sont pas très complexes, mais ça peut traumatiser un enfant, et c'est exactement ce qu'on revenait sur la thématique d'avant, c'est les clés de compréhension de est-ce que tout ça c'est accessible pour l'enfant, est-ce que ça va pas lui laisser une image qui est faussée, et puis qui va avoir une image aussi faussée de la réalité finalement. Si on a 10 ans, on peut être moi je vois des enfants de 10 ans qui ont cette capacité à être extrêmement bons dans les jeux vidéo, et puis tous les défis techniques ils vont les dépasser sans problème. Mais par contre ce qui se passe et la vision qui rapproche de leur réalité, c'est ça qui pose problème. C'est de se dire, il se passe ça dans le jeu vidéo, est-ce que ça va pas m'arriver à moi? Est-ce que je peux le faire moi dans la rue? Est-ce que c'est tout ça en fait le vrai problème de l'âge. Exactement. Et en dehors de ça, il n'y a pas que le fait que le jeu soit violent ou difficile. Des fois, il y a peut-être une limite d'âge, par exemple 12 ou 16 ans, parce qu'on rentre dans le mode online. Et le fait d'entrer en mode online fait qu'il y a des communications qui peuvent exister. Et qui dit communication dit abus. Moi, j'aimerais pas, par exemple, que mon gamin se retrouve face à
on va dire, un adulte de 43 ans Ouais. qui commence à lui faire des avances. Ou simplement qui a Par exemple. ouais, alors par exemple, ou qui a un langage qui jure, tu vois. Exactement. Ouais. C'est comme quand tu vas au bord des terrains de foot et puis que tu as les papas qui sont plus grossiers que les gamins qui jouent. Et que là aussi, les arbitres, ils peuvent venir dire, monsieur, calme ta joie. Exactement. Ouais. Donc le PEGI fait aussi office de ça. C'est juste pour expliquer qu'il y a des choses qui peuvent être dangereuses à partir d'un certain âge. Exact. J'ai pas vu s'il y avait d'autres questions, mais j'ai vu qu'il y avait Jay Liva qui disait que c'était important de débriefer. Puis ça, je pense que c'est hyper important. C'est clair que quand t'es parent, et puis des fois t'es bien content que tes gamins ils te fichent un peu la paix, puis ils vont jouer tranquille sur leur console. Mais c'est hyper important que quand il y a des moments où on se regroupe, ben, tu débriefes. Bah, raconte-moi, il s'est passé quoi? Bah, justement, t'as joué en ligne, t'es tombé sur qui? Enfin, tu vois, mais le gamin qui se sent aussi à l'aise de dire, ben, j'ai pas du tout aimé la manière dont il m'a parlé. Bien sûr. Ou ben, ce jeu, tout d'un coup, ça faisait peur, alors que c'était pas censé, c'est pas écrit que ça fait peur dessus. Enfin, Où il m'a donné rendez-vous. Ouais. Troisième sous-sol du parking. Tout à Tu fait. voyais pas le problème. Non, c'est sûr, c'est un très bon ajout, effectivement, Gilliva. Effectivement. Après, il faut pas voir le jeu vidéo comme dangereux, entre guillemets, Non. ou nocif. Non. C'est pas le cas, hein. Ça apporte d'autres choses, même des facultés, des fois. Ouais. C'est important. Nous, là, on véhicule un message de prévention. Et c'est le but aussi de notre association, hein. C'est vraiment de dire les jeux vidéo, c'est pas le mal incarné, hein, loin de là. C'est une passion avant tout, tant qu'elle reste maîtrisée et sous contrôle. Non, mais je crois qu'en plus, c'est exactement le cas de figure de vous envoyez pas un enfant de 12 ans dans un club avec des gens qui ont passé 18 ans. Ouais, c'est ça. Vous dites, vas-y, pas de problème. Et en fait, c'est un jeu vidéo, c'est aussi ça. C'est ça. Ce fait de créer un lien entre des personnes qui, des fois, viennent de mondes différents, d'âges différents, de références différentes. Puis au final, c'est ça qui peut être toxique. C'est pas le jeu vidéo, c'est la pratique du jeu vidéo d'une certaine façon qui peuvent être nocives. Et puis qui peut être dangereuse. C'est toujours important de bien faire la distinction, de bien ramener l'utilisation qu'on en fait, comment on le pratique, et à côté de le plaisir qu'on peut en avoir. Et pas de se dire ok, je fais du jeu vidéo donc c'est dangereux. Non, si je fais du jeu vidéo, je fais des sessions de 72 heures de jeu vidéo, là je commence à mettre ma santé en danger. Si je commence à devoir être sous perfusion de boissons énergisantes pour pouvoir continuer à jouer, peut-être que le plaisir il est plus vraiment dans le fait de jouer, mais c'est l'habitude de jouer, les sentiments de récompense. Et ça, c'est ce qui se passe avec beaucoup de jeux qui récompensent les joueurs pour les garder captifs. Et puis plus faire autre chose. Puis quand on est jeune, des fois on n'a pas ces réflexes de se dire attends, mais est-ce que je suis pas en train de me faire enfumer là? Le jeu il est pas en train de me prendre par la main et puis de me dire t'inquiète pas, tu peux jouer toute la journée. Et c'est ça, c'est la pratique du jeu vidéo comme n'importe quelle chose peut être problématique si on la fait d'une façon disproportionnée. Et puis de la même façon, si votre enfant il commence à aller au stade de foot à minuit et puis qu'il va dribbler toute la nuit, bah vous allez lui dire écoute, déjà il y a des gens louches qui vont traîner, et puis en plus maintenant est-ce qu'on doit pas se dire faut aller te coucher quoi, demain il y a école. Et c'est la même chose, ça revient pour tout au final. C'est pas le jeu vidéo, on parle aussi, nous c'est pas notre tâche principale, mais les médias sociaux, ce qui vient finalement dans ce lien online, de se dire mais attention, en fait un enfant il n'a pas la même carapace, il n'a pas les mêmes expériences, et il faut le guider finalement, hein. Je pense que c'est ça qu'on va ressortir. Ouais. Et il y a un complément qui a été donné par Yuki _CH qui dit si je peux donner un conseil de mon point de vue, il faut pas se dire c'est mal de mon temps en jouer dehors. Effectivement, ça c'est un truc et ça me permet de faire un lien avec une autre question de grands-pas qui demande vous n'êtes pas un peu vieux pour jouer aux jeux vidéo? Et justement d'avoir ces deux questions ou ces deux remarques, je trouve que c'est intéressant parce que forcément on compare avec ce qu'on avait avant, et puis si t'as pas grandi avec les jeux vidéo tu te dis de mon temps on jouait dehors. Et moi ce que je vois aussi beaucoup aujourd'hui c'est des parents qui disaient de mon temps on jouait à Super Mario et c'était mieux que ce foutu Fortnite ou que vous jouez actuellement. Donc, effectivement c'est toujours de se dire que son référentiel il a toujours l'air d'être mieux que ce qui vient maintenant, et c'est pas toujours le cas. Et que faut pouvoir encadrer, et puis que comme tu dis c'est pas le jeu vidéo qui est mal. En fait c'est hyper important
qu'on casse cette image. Alors, je trouve cette image, elle est moins tenace qu'il y a 10-15 ans où là, Le Covid, un peu. ouais, le Covid a aidé aussi. Mais globalement, je trouve que chez les enfants aujourd'hui, il y a un peu, ils ont intégré l'idée qu'il faut pas parler de jeux vidéo. En tout cas, pas avec les parents, parce qu'on va leur dire que c'est nul, ou les réseaux sociaux pareil, que c'est dangereux, que c'est débile, qu'ils perdent leur temps. Puis c'est un truc où, ok, j'en parle pas, je le garde pour moi. Puis si je fais des mauvaises rencontres, ou s'il y a un truc qui me déplaît, ben j'en parle pas. Puis ça, c'est un problème, selon moi. Tout à fait. Donc, ouais, encadré. Oui, exactement. Il y a aussi une fois une remarque qu'on m'a fait par rapport à un enfant. L'enfant avait dit à ses parents, enfin ses parents disaient d'aller jouer avec ses copains dehors. Puis l'enfant avait rétorqué, en fait, mes potes, ils sont en ligne, Ouais, ils sont pas dehors. Ouais, c'est ça. Et en fait, il faut imaginer le jeu en ligne, bon après c'est pour des âges un peu plus avancés, Ouais. mais il faut imaginer le jeu en ligne comme la nouvelle cour de récréation. Ouais. Mais tout comme quand on va jouer dehors, il faut un cadre, des heures de rentrée et tout ça. Ouais. Puis c'est exactement la même chose. Ouais. Juste, ouais. Puis, en fait, les deux peuvent coexister. C'est que il y a des moments où ta cour de récré c'est sur Fortnite, et il y a des moments va dehors aussi. C'est justement t'encadres de cette manière-là en disant ben maintenant, comme tu dis, mes potes ils sont sur Fortnite. Ok, ben alors on va appeler tes potes et puis on se met d'accord pour que vous alliez tous dehors. Puis nous en tant que parents, on va appeler les autres parents pour dire ben et on se met d'accord pour que là tous nos gamins on les fiche dehors en même temps. Pour éviter ce problème de je me retrouve tout seul dehors et après je finis au terrain de foot. Je finis au terrain de foot à minuit. Mia ajoute quelque chose d'assez intéressant. En fait, elle dit qu'elle a pu, grâce aux jeux vidéo, se connecter à son enfant. Et en fait, c'est vrai que le jeu vidéo, c'est un très bon outil pour créer un lien avec un enfant. Et il faut pas le diaboliser. Il faut le prendre pour ce qu'il est, un outil, un média, un divertissement, et le prendre comme ça. Et au final, c'est tellement ludique et on peut y sortir tellement de choses du jeu vidéo. D'ailleurs, Yuki nous rappelle que ça permet de développer la logique, la résolution de problèmes, les réflexes. Et c'est vrai que toutes ces choses-là, en fait, c'est des outils et c'est quelque chose qui est très ludique, un jeu vidéo. Il ne faut pas du tout le prendre pour quelque chose qui est abrutissant et puis on est mieux dehors. Ouais. Dehors, on développe des compétences, sur un jeu vidéo aussi. Ouais. Donc je pense que c'est un très bon... Oui, mais ces compétences, tu peux les développer aussi ailleurs. Parce que je pense alors clairement, il ne faut pas diaboliser, mais il ne faut pas être non plus trop positif dans le Non, sens. tout à fait. Je dis pas que c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, enfin je crois pas, mais de manière générale, de se dire il faut que je colle mes enfants devant les écrans parce que sinon ils vont pas acquérir ça, c'est un problème aussi. Oui, tes réflexes, tu vas les acquérir aussi ailleurs, et puis même tu deviens aussi meilleur dans un jeu quand tu sais faire aussi d'autres choses à côté. Tout ça, c'est sûr. Ouais. Bah, là, on va partir dans un autre sujet, mais par exemple, on parle beaucoup de ces temps de e-sport. Ouais. Il ne faut pas oublier que le e-sport, il y a le mode sport dedans. C'est pas juste jouer, s'entraîner à jouer, c'est tout un état d'esprit. C'est l'état d'esprit d'un sportif. Il y a tout ce qui est nourriture, son système de vie, son système d'hygiène. Il doit faire du sport réel pour se maintenir et avoir en fait les capacités aussi de tenir des sessions de jeu sportives, entre guillemets. Ouais. Donc il y a aussi ce côté, il ne faut vraiment pas voir le côté, si les enfants veulent devenir e-sportifs, comme négatif. Il faut expliquer les choses calmement et puis expliquer que c'est pas donné à tout le monde et surtout encadrer tout ça. Oui, Gilliver en fait rajoute que c'est une discipline. C'est une discipline, exactement. Et il faut aussi avoir une certaine discipline pour arriver à des niveaux intéressants et à être un gros sportif. Finalement, c'est être un e-sportif, ça demande énormément de discipline et n'est pas Usain Bolt du e-sport qui veut. Exactement. C'est vrai que c'est toujours ça qu'il faut pas oublier. Faire du e-sport, c'est bien. Mais il ne faut pas tout arrêter pour commencer le e-sport parce qu'on va devenir une légende. Exactement. Ni un streamer d'ailleurs. Et tout comme tout sport, il faut toujours avoir une solution B. Donc les études, les métiers sont quand même là. Il ne faut pas lâcher ça pour se dire je vais être le plus grand sportif de la planète. Ça ne marche pas comme ça malheureusement. Pas encore. Non, pas encore. Et puis juste pour revenir par rapport au sujet du partage mère-fille ou fille... père-fils. Yuki voulait réagir là-dessus et qui dit que c'est important d'expliquer que c'est un beau rêve de devenir e-sportif, mais comme n'importe quelle compétition ou terme de compétition, il y a des choses qui sont instables et puis qu'il faut prendre en compte qu'il n'y a pas forcément un filet de sécurité dans les sports. C'est ça. Du coup, c'est bien d'avoir son propre filet de sécurité, comme tu le disais, des études, un diplôme, etc. Ouais, c'est important. Puis du coup, par rapport au partage, je pense aussi je pense très fort aux parents qui n'ont pas eu le vécu
de la manette en main ou du jeu vidéo, que le partage, entre guillemets, que l'enfant peut apporter aux parents, du coup, juste le fait de lui apprendre à jouer, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Oui, et après, quand tu finis par battre tes parents, C'est juste... dans le jeu, hein, dans le jeu. mais oui, mais ce moment où tu deviens plus fort que ton père qui t'a initié au jeu, mais c'est hyper bien. Et puis là, tu dois accepter en tant qu'adulte que tu te fais maraver. Moi, j'ai fait l'expérience avec mon filleul aussi, où je lui ai appris à jouer à Super Smash Bros. Et maintenant, il me met des déglingués, mais un truc de fou. Puis je fais ouais, non, c'est la manette. J'ai une tendinite. Je crois que je suis pas prêt pour ça. Tu sais que tu viens de te griller. Ah ouais, non, cette mais... émission, t'es grillé. Non, mais justement, tu vois, c'est aussi ça, c'est aussi accepter que tu peux jouer et perdre. Et que enfin, franchement, si moi j'avais dû jouer que pour gagner, je pense que ça fait longtemps que j'aurais arrêté les jeux vidéo, tu vois. Bien sûr, ouais, c'est clair. C'est vrai. Tu vois. Pour jouer avec toi, ouais. J'assume totalement. C'est pour ça qu'on quand je joue avec lui, on fait plutôt des jeux coopératifs. Voilà, exactement. On a plus de plaisir que du multijoueur pur. Après, je pense qu'il y a un âge pour tout. Ouais. Je veux dire, quand on est ado, perdre, moi, ça m'horripilait, quoi. Ben, bien sûr. Après, il faut savoir se canaliser, il faut savoir... Mais ça s'apprend. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est une question de gestion d'émotions. Totalement. C'est pas une question de jeu vidéo. Exactement. Mais le jeu vidéo devient le facteur qui déclenche ça. Et ce fameux message qu'on entend, enfin, je sais pas pour vous, mais moi je l'ai aussi entendu quand j'étais gamin, on te disait, mais pourquoi tu te mets dans cet état quand tu perds un jeu? Puis on dit, mais arrête de te mettre dans cet état, c'est qu'un jeu. Bien sûr que c'est qu'un jeu. Mais tout ce que tu as vécu quand tu étais en train de jouer, c'est puissant. C'est l'état émotionnel. Mais c'est ça, exactement. Ouais. Et c'est vrai que, parce que là, on débriefe, on donne des conseils, mais peut-être c'est important de rappeler que Pawn, c'est aussi ça, c'est de montrer du jeu vidéo. Il y a plein d'autres émissions où on va initier à des nouveaux jeux, notamment où nous, on joue des fois en coopératif sur Oshid et compagnie. Et effectivement, on a plein d'autres chaînes où on va initier à des nouveaux jeux. On a par exemple l'émission de Fellowship où ils vont montrer et décortiquer des jeux. Et c'est vrai que c'est des fois c'est ça qui peut apporter quelque chose d'important, d'intéressant et de s'ouvrir finalement. De s'ouvrir à découvrir des nouveaux jeux, à voir comment d'autres personnes y jouent. Et puis c'est une pratique du jeu qu'on essaie de montrer au plus grand nombre finalement dans notre projet. Et ça me fait penser que j'ai un jeu à te proposer pour un prochain Oshid et compagnie. Je me réjouis. Qui s'appelle Pile Up. Où tu joues des cartons, des boîtes en carton qui doivent s'empiler pour faire des tours. C'est hyper drôle. D'accord, je me réjouis d'essayer ça alors. Ça m'a pas beaucoup vendu du rêve, mais je te fais confiance. Je te jure, la direction artistique, elle est à tomber. Ah, ça, c'est un jeu qui est issu d'un projet de master de Lejmin, qui est une des grandes écoles de game design de France. Donc oui, c'est possible de devenir game designer, il y a des écoles pour ça. Et ils ont gagné un prix avec ce projet-là, ils ont eu le droit de le développer et de le vendre, il vient de sortir sur Steam. Franchement, ça vaut du rêve. Ouais, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Moi, je vais d'essayer. Dans la même gamme, hein, il y avait Evo. Oui, c'est juste. Hein. Où tu dois te faire des chaînes. Les chaînes en se la main, mais une horreur. Puis le plus drôle, c'est que tu t'énerves à 2 ou à 3, quoi. Tu finis toujours par t'énerver. Ça me rappelle ce moment où on avait joué à Evo dans le train, quand le Covid n'était pas encore une grosse thématique, et qu'on était les deux dans le train et qu'il y avait une vieille personne en face qui nous regardait jouer, et mais ils font quoi? Et puis au final, je crois que finalement elle voyait qu'on prenait du plaisir, elle s'est dit, c'est peut-être ça lui a ouvert les yeux sur le fait que le jeu vidéo ça peut être une activité participative, on a du plaisir à jouer ensemble, et qu'est-ce qu'on galérait. Ils reviennent, les trois d'ailleurs, un peu sur la gestion de la colère et puis le fait que de se mettre dans un état pour un jeu vidéo, c'est pas si important que ça. Et puis c'est vrai que en fait, on se rend pas compte que quand on joue à un jeu vidéo, les émotions elles sont très fortes. Puis c'est vrai qu'on vit vraiment là-dedans une espèce de transition d'émotion. On peut passer de la joie à l'énervement très rapidement en faisant un jeu vidéo parce qu'en réalité, on vit ces émotions directement, quoi. Totalement. Et ce genre de choses, c'est très prenant. Ouais, mais c'est pas facile pour un enfant d'arriver à comprendre ça aussi. Enfin, déjà pour un adulte, des fois tu comprends pas toutes tes émotions. Alors vas-y, pour dire à un enfant maintenant, comprends tes émotions. Non, c'est pas évident. Hein. Itsovier nous dit qu'effectivement, même à 26 ans,
son compagnon continue à taper sur son bureau quand il perd, il n'y a pas d'âge. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est des fois la défaite est pas forcément agréable, surtout quand c'est un gamin de 12 ans. Non, c'est pas vrai, mais c'est exactement ce que tu disais. C'est d'accepter, parce qu'en plus c'est ça dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de frustration, d'accepter de se faire battre par des plus jeunes, d'accepter de se faire battre par des gens que nous, probablement à tort, on considère comme moins forts. Il y a plein de choses, il y a beaucoup de frustration, et le jeu vidéo c'est quelque chose où quand on est dans la compétition, on est frustré des fois. Ouais. Et la frustration des fois ça finit par de la violence légère sur son bureau. J'espère que son bureau ne se cassera pas. À mon avis, il préfère taper sur le bureau plutôt que de devoir acheter des claviers à chaque fois. C'est pas la meilleure solution. Hein. C'est ça. Mm. Justement, il y a une question de Babe qui demande s'il y a tout de même un temps de jeu journalier ou mensuel donné par l'OMS. Alors, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a édicté des règles d'accompagnement pour les enfants, mais elles sont assez particulières. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'ils ont proposé, sur la même page, on va trouver le nombre d'heures de sport qu'un enfant devrait faire par semaine, le nombre d'heures de sommeil qu'il devrait dormir par nuit, et le nombre d'heures d'écran. Et ça donne un peu l'impression qu'il faut mettre les enfants devant un écran. Non, c'est pas ça l'idée. C'est que c'est plutôt un maximum de temps d'écran. Mais ce qu'on observe surtout, c'est que c'est pas un critère fixe. Déjà, il évolue en fonction des âges. Et surtout, comme on l'a dit avant, ça dépend un peu de ce qu'on veut faire. Mais le conseil que moi je donne quand même régulièrement, c'est qu'avant 6 ou 7 ans, il n'y a aucune raison que ton gamin il soit tout seul devant un écran. Si tu veux utiliser un écran, tu le fais uniquement en utilisation commune. Bien sûr. On va jouer ensemble, on va regarder un truc ensemble. Et si au pire, il y a un moment où ta tablette, ton écran, c'est ta solution du dernier secours parce qu'il faut vraiment que tu aies 15 minutes tranquille et puis que ton gamin il est insupportable, ok, admettons, mais c'est un peu vraiment la solution du dernier moment. Et à ce moment-là, il faut vraiment débriefer à la fin. C'est vraiment, ok, je t'ai laissé 15 minutes regarder Peppa Pig ou je sais pas quoi. Raconte-moi ce qui s'est passé dans l'épisode. Donc, voilà, si vous allez sur le site de l'OMS, il y a effectivement des classifications par âge. Mais moi, ce que je vois aussi dans la réalité des faits, c'est qu'après, on est plus qu'occupé de est-ce qu'il a dépassé de 5 minutes. Donc, on est à côté à chronométrer est-ce que ça a joué ou pas, plutôt que de se dire qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce que c'était intéressant ou pas est-ce que ça lui a servi à quelque chose? Est-ce qu'il a eu du plaisir? Est-ce qu'il a eu peur? Enfin, voilà, c'est plus de ce côté-là que je m'orienterai. Mais par exemple, là, ils disent qu'un enfant de 3 à 4 ans, ils parlent plutôt d'activité physique et puis d'heures de sommeil. Mais on ne te dit pas, à 3 à 4 ans, tu dois mettre ton enfant devant un écran. Donc, voilà, c'est plus encouragé à faire du sport et on revient à cette idée que si tu restes que devant un écran, tu fais pas de sport. Ouais. Ouais, après, encore une fois, ça dépend tout de l'âge de l'enfant, ça dépend tout de sa manière d'être. Puis je rebondis aussi du coup là-dessus pour rappeler que sur notre site Gaming Federation, on a une partie info parents où on a récolté les 10 questions les plus posées par les parents ou en convention. Et on y a répondu avec des recommandations. Ouais. Donc si jamais, gamingfederation.ch, info par an, et il y a tout là-bas dessus. Ouais. Et qu'on mettra à jour aussi régulièrement, parce qu'on a essayé de choisir, comme tu disais, un peu les questions qu'on a entendues le plus souvent. Mais si ça change, on les mettra aussi à jour au fur et à mesure. Exactement. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Alors, pas dans le chat, pas dans les emails apparemment. Non, je regarde non plus. Du coup, on avait dit qu'on faisait 1 heure et qu'on restait plus longtemps s'il y avait des questions. Là, je vois qu'on est à passer 1 heure. C'est plutôt bien, hein, c'est une première, c'est cool, on est content. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir suivis, je pense qu'on peut s'arrêter là. À savoir que sauf s'il y a encore des questions, mais oui. Ça, mais s'il y a encore des questions aussi, soyez pas trop frustrés, puisqu'on revient dans un mois. C'est ça. On va revenir chaque dernier mercredi du mois avec le même concept, avec d'autres questions, d'autres thématiques. On essaiera aussi de suivre un peu s'il y a des sujets d'actualité. Peut-être qu'on... typiquement, en ce moment, il y a la révision de la loi sur les mineurs face aux jeux vidéo. On est en plein débat politique là-dessus. Donc, on va essayer de suivre ce dossier aussi pour amener
des éléments de réponse et d'interprétation. Voilà, donc ouais, merci d'avoir suivi l'émission. Merci à vous deux pour vos brillantes interventions. J'ai eu plaisir à animer ça avec vous aujourd'hui, c'était vraiment chouette. Je profite aussi pour saluer, parce que j'avais promis de le faire, le compte Instagram anxiétésupérieure.ch, parce que j'ai eu le plaisir de participer hier à un live sur Instagram, le compte Instagram de la RTS. Et puis, l'autre invité, c'était la responsable Claire du compte anxiétésupérieure.ch. Et je trouve qu'elle fait un boulot super, sachant qu'on avait dit que cette émission, c'était à destination des parents, mais c'était aussi à destination des gens qui avaient peut-être des étudiants ou des jeunes qui n'avaient pas le moral. Ben, ce qu'elle fait sur Instagram, je trouve que c'est vraiment excellent, parce qu'elle récolte les témoignages de gens qui vivent des trucs pas faciles en ce moment. Et ben, on voit comment le fait de partager comme ça permet aussi de se sentir un peu moins seul. Donc voilà, merci beaucoup Claire pour tout le boulot que tu fais, c'est vraiment, vraiment cool. Vous pouvez retrouver ça sur le anxiétésupérieure.ch ou dans le live RTS de hier, je pense que vous pourrez encore le voir. Je pense qu'on pourrait aussi effectivement, ne soyez pas frustrés, on revient le mois prochain comme tu l'as dit. Mais n'hésitez pas à d'ores et déjà envoyer des emails. Si vous voyez cette émission en diffusion, vous pouvez envoyer des emails à info@gamingfederation.ch. Ouais. On les traitera la prochaine fois, donc vraiment n'hésitez pas. Ouais. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Et voilà. Ouais. Puis même si c'est pas nous, ce sera d'autres intervenants. Il y aura peut-être d'autres ça sera traité, visions. Ouais, c'est ça. Et puis on peut préciser aussi que vous pouvez nous retrouver sur Pond à différents moments, mais aussi sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On n'est pas sur TikTok, mais comme tu l'as dit Sam aussi, sur le site, vous allez trouver pas mal d'infos aussi. La rubrique informations parents vous donnera pas mal de réponses. Et voilà. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Fin de journée. C'est une fin de journée. Oui, fin de tournage. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'être venus, d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Ouais. Et puis on se revoit le mois prochain. Ça marche. Ciao, ciao. À bientôt. Plus.